Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des indications chirurgicales dans le rachis dégénératif. Donc, il s'agit essentiellement de deux pathologies. Donc, on va parler d'abord de la névralgie cervico-brachiale, donc la compression, le conflit disco-radiculaire cervical, qui va donc entraîner des douleurs périphériques selon une topographie particulière. Bien évidemment, dans un premier temps, le traitement médical reste requis, l'immobilisation, les anti-inflammatoires, les antalgiques, tout ça on connaît. Et l'indication chirurgicale, donc quand le conflit est avéré sur le plan radiologique, c'est d'abord, elle est proposée donc d'abord quand le traitement médical donc est complet et supérieur à 2 mois. C'est vrai que mes maîtres m'avaient appris que c'était vraiment 2 mois, il fallait tenir bon, je dirais, sur des pathologies qui, plus souvent que la douleur radiculaire lombaire et d'origine lombaire, peut donner des tableaux vraiment hyperalgiques hein, avec la morphine, l'insomnie, etc. Et puis qui est plus facilement qu'avec la sciatique peut assez facilement céder également. Donc pendant les 2 mois, il faut vraiment tenir bon quand même sur la non-indication chirurgicale en l'absence bien sûr d'éléments déficitaires. Donc un traitement médical complet et une bonne corrélation radioclinique, d'où l'importance vraiment pour le rachis cervical, c'est vraiment très important de l'IRM, des données de l'IRM, d'une bonne IRM. Alors ensuite, le tableau de myélopathie cervicarthrosique qui peut être... Enfin, il peut y avoir des signes d'atteinte médulaire dans la névralgie cervico-brachiale. C'est une définition clinique et radiologique, donc essentiellement l'IRM, j'insiste encore parce que c'est important, avec sur le plan clinique donc une atteinte des voies longues, un syndrome cordonal postérieur, une ataxie, des douleurs éventuellement de type causalgie, et ou un syndrome pyramidal qui peut dans certains cas se définir selon un tableau de Brown-Séquard, un syndrome de Brown-Séquard. C'est parfois des tableaux pseudo-paralytiques de type CEP, mais très rapidement, l'IRM cervical va corriger le diagnostic et nous orienter vers quelque chose de compressif et de dégénératif. Il est important de mettre l'accent sur le fait que la myélopathie cervicarthrosique, elle est rarement douloureuse. Donc c'est un mal beaucoup plus insidieux, d'où l'importance des signes IRM à la recherche d'une dégénérescence, enfin d'une compression et de signes de souffrance médulaire, d'ischémie, qui pourraient passer inaperçus sur le plan clinique. Donc l'IRM, c'est vraiment l'examen clé. On retrouve un hypersignal intramédulaire sur les séquences sagittales T2. On verra ça plus tard. Ici, un tableau d'IRM, donc névralgie cervico-brachiale de topographie C6 gauche, donc la pince pouce index, avec sur le plan... avec sur le plan radiologique donc une compression sur les coupes axiales et on voit très bien le décollement ligamentaire et le conflit radiculaire. Ici en post-opératoire, donc l'indication chirurgicale était formelle, une bonne corrélation radioclinique, une résistance au traitement médical complet et une disectomie par voie antérieure avec ici mise en place d'une cage intersomatique. On aurait pu mettre une prothèse discale mais ce n'est pas l'objet du débat. La myélopathie cervicarthrosique, ici je vous montre un canal cervical étroit constitutionnel avec quand même un hypersignal assez impressionnant sur les coupes sagittales T2. C'est vraiment l'examen, la séquence qui est importante et qui est pertinente dans ce type de pathologie. Ça peut vraiment donner le change pour une sclérose en plaques et la clinique peut être en faveur également. Ici c'est un patient relativement jeune patient avec une barre ostéophytique à 2 étages, enfin plus discale qu'ostéophytique d'ailleurs, C5, C6 et C6, C7, une compression importante, un hypersignal sur les séquences sagittales T2, et l'indication chirurgicale était absolument formelle devant l'existence d'atteinte des voies longues, essentiellement un syndrome pyramidal réflexe et de type Babinski, et des éléments déficitaires, avec sur le plan technique une corporectomie de C6 uniquement un étage dans ce cas-là, par voie antérieure, associée à une reconstruction par une cage en carbone et une plaque vissée, réalisant une ostéosynthèse C5, C7. Ici, donc, essentiellement, comme les compressions sont disco-ostéophytiques le plus souvent, le plus logique, c'est de faire une voie d'abord antérieure. On va directement au niveau de la compression. C'est une chirurgie qui est bien codifiée, qui est relativement simple. Dans les cas de canaux cervicaux étroits, comme ici, où on a plusieurs étages, il y a au moins 4 niveaux ici, c'est difficile, même quasiment impossible de tout fraiser par voie antérieure et tout reconstruire. Donc on va faire, surtout que l'anatomie en particulier, l'existence d'une lordo-cervicale va permettre par une voie postérieure, donc une laminectomie, une décompression postérieure, un recalibrage de C3 à C7 compris,
de réaliser donc une décompression qui permettra, comme il existe toujours donc une lordose cervicale, à la moelle de reculer, de prendre la corde, si je puis dire, et donc d'être complètement libéré avec ici à droite le liseré pré- et rétromédulaire de LCR tout à fait confortable. On voit l'aspect cicatriciel de la moelle cervicale. Vous savez qu'il y a un renflement anatomiquement, un renflement cervical, qui ici il y a une atrophie qui est cicatricielle, et l'hypersignal intramédulaire qui persiste et qui est un facteur plutôt de mauvais pronostic. Et donc il faut avertir le patient en lui disant qu'il y a certainement une partie de ces symptômes qui va rester en post-opératoire malgré une excellente décompression anatomique, qui était le cas ici pour ce dossier. En conclusion, les quelques messages que vous pouvez emporter concernant donc le rachis dégénératif, c'est d'abord donc pour la névralgie cervico-brachiale, résistance au traitement médical complet, comme la sciatique. La bonne corrélation radio-clinique, ça c'est vraiment très important dans une pathologie fonctionnelle qui est la douleur. Pas avant 2 mois pour une névralgie cervico-brachiale. Sauf si, bien sûr, même s'il y a très peu de signes, en général on fait quand même une IRM cervicale pour quelque chose, mais ils peuvent avoir très peu de signes, et s'il existe un hypersignal intramédulaire, c'est la définition de la myélopathie cervicarthrosique, même s'ils n'ont pas de signes, ou peut-être une irritation pyramidale, mais sans plus. Et là, l'indication est formelle. L'IRM cervicale est vraiment l'examen clé, et à noter vraiment, il faut le dire aux patients également et aux correspondants, que insister sur la valeur relativement péjorative de l'hypersignal intramédulaire. Quand il existe, c'est plutôt un facteur mauvais pronostic, mais c'est surtout une indication chirurgicale. Je vous remercie.